Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Pour de nombreuses personnes, l'art est un passe-temps, une manière de faire preuve de créativité. Mais pour les véritables artistes, l'art est un mode de vie, une passion grâce à laquelle ils arrivent à s'assurer un avenir professionnel. Vous suivez C'est midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant, Jean-Marc Ouattara. J'ai su imposer ma passion pour la peinture malgré les oppositions de ma famille à mes débuts. Notre docteur philosophe certifié nous donnera son point de vue, comme à l'accoutumée. Miss Publiscope, la ravissante Carole Kwasi, a décidé aujourd'hui de faire relever un défi. Quant à Laurent Monti, il est toujours à son poste. Pour l'état des lieux est toujours beau, n'est-ce pas? Sans oublier Jean Richard, notre pasta, qui cette semaine nous emmènera à la rencontre des thanatopracteurs. Vous en saurez un peu plus dans quelques instants. Une invitée surprise sera également de la partie pour nous parler de l'immobilier. La bonne humeur, la joie de vivre, les informations utiles, c'est nulle part ailleurs. C'est ici, restez donc en notre compagnie, parce que c'est midi. Ça marche là. Non, c'est midi, c'est pas après. Et on est toujours heureux. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, je ne sais pas, il y a quelque chose qui monte. Je ne sais pas comment le définir. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oui, c'est là. Là, je sens qu'on est ensemble. Voilà. Parce que ça monte aussi de votre côté. On ne sait pas, c'est peut-être la joie, c'est peut-être l'adrénaline, mais ça monte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est peut-être que... une sorte de température, mais ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça ne descend pas. Ça monte toujours. Laurent Monti, pour vous. Alors, Carole Kwasi, tu vas bien? Miss Bouaké 2015. Première dauphine, d'accord. Miss. Ouais. Miss. Une tête bien faite et bien faite, n'est-ce pas? Alors, nous avons avec nous un philosophe, n'est-ce pas? Je le dis. Docteur Philo, ça va? Tout va bien? Qu'êtes-vous en train de faire? C'est de l'art, c'est de la n'est-ce pas? Alors là. Philo, on ne vous entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? On n'entend pas? Votre micro, il marche? D'accord. Mais tout ça, c'est de l'art. Ok, c'est de l'art. C'est de l'art, n'est-ce pas? Eh bien, Jean-Richard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous êtes d'attaque aujourd'hui. Ah oui, merci. Ça va? Ah oui, ça va très bien. Ça va très bien? D'accord, c'est super. Et puis, juste à côté de vous, notre invité du jour, son nom, c'est Jean-Marc Ouattara. Il est artiste, peintre, résident au Canada depuis 7 ans. Il est titulaire d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'École des Arts de l'Université Laval. Bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci. Bienvenue à la maison. Et il est important de mentionner que vous êtes artiste vedette du mois de septembre 2021 par la galerie Hors du Canada. Hors du Canada. Yeah. En tout cas, bravo. Bravo. On est fiers. Ça veut dire que dans tout le Canada, c'est lui l'artiste du mois de septembre. Tout à fait. Ah, ça c'est Tout franchement super. Tout à fait. Bravo. Merci. Et on est content de vous avoir sur cette plateau. Vous voulez en savoir un peu plus sur Jean-Marc Ouattara? Je vous invite tout de suite à suivre cet élément de Raymond Hadji. Très tôt depuis son enfance, les prédispositions de Jean-Marc Ouattara pour l'art visuel se décèlent dans son entourage.
Ce talent, il le perfectionne avec minutie au Québec, au Canada, précisément à l'Université Laval, où il s'inscrit en 2015 après un passage à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. La réussite sociale pour un artiste, on n'y croit pas vraiment dans la famille Ouattara, où les parents tentent de le dissuader. Ses appréhensions familiales sont pour Jean-Marc une source de motivation supplémentaire pour se surpasser. À Laval, il décroche un baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Ses aptitudes à créer et innover sont indéniables. Mais pour se démarquer, Jean-Marc puise aux sources de son patrimoine culturel ivoirien et africain. Son outil de référence, le masque, un particularisme africain omniprésent dans ses créations. Pour lui, le masque est un élément clé de l'identité culturelle africaine. De ce nœud sacré, l'artiste tisse un pont entre sa culture et le reste du monde, fabriqué à partir de matériaux originaux tels que l'harmonie entre les peuples, la concorde, l'unicité du genre humain. Bref, des ingrédients nécessaires à la conception d'un brassage idéaliste. Ce mercredi, Sémizi lui tend la perche pour dérouler son parcours et pourquoi pas faire des émules. C'est tout de suite avec Caroline Desilva. Avec la voix suave d'Espérance Kouakou. Alors Jean-Marc Ouattara, on est pressé de savoir comment est-ce qu'elle est née, cette passion pour la peinture. D'abord, je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Merci au public, merci à Caroline et tous les chroniqueurs ici présents. Je vous en prie. Vous savez, dans une famille, l'aîné est d'abord le pilier. Ses actions influencent automatiquement l'avenir des autres qui sont derrière. Oui, très souvent. Ce fut mon cas. Mon aîné était un très grand dessinateur. Il savait très dessiner. Moi, j'étais vraiment fasciné par ce qu'il faisait. Mais vous savez, les parents n'acceptaient pas tout ce qui était dessin, peinture, etc. Donc, ils se cachaient pour faire ces dessins. Moi, j'allais même puiser dans ces placards parce qu'ils partaient cacher des affaires là-bas. Donc, je partais prendre ces dessins. J'admirais. C'est ainsi qu'est née vraiment ma passion pour l'art. Et je veux dire, est-ce que vous étiez seulement en admiration ou après, vous avez commencé vous-même à dessiner? En fait, en tant qu'artiste, c'est un truc qui s'est créé depuis le bas âge. Tout à fait. Moi, quand j'ai vu ces dessins, automatiquement, j'ai senti quelque chose que je ne peux pas expliquer vraiment. C'est comme une connexion entre son dessin et ma personnalité. Donc, j'allais vraiment fouiller pour regarder les traits, essayer de me familiariser avec ce qu'il faisait. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, que je pouvais faire comme métier. Et lorsque vous avez commencé, quelle a été la réaction de vos parents? Difficile d'abord. On peut parler déjà de mon frère. Ouais. Parce que je voyais les parents qui étaient vraiment furieux du fait qu'ils dessinaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient comme avenir? Qu'est-ce qu'ils voyaient pour vous? Ils voyaient plus l'enseignement général. L'enseignement général. Pourtant, là aussi... Pour votre frère? Oui, pour mon frère. Mais s'il le voyait pour mon frère, automatiquement, il le voyait pour nous aussi. Nous sommes derrière. Mais mon frère, il a essayé de résister. Il se cachait pour dessiner, mais les parents ne voulaient pas. Et moi, je voyais vraiment qu'il était vraiment... à fond là-dedans. À fond là-dedans. Et qu'est-ce qu'il est devenu plus tard? Il est devenu maintenant docteur aujourd'hui. En quoi? Docteur vétérinaire. D'accord. C'est un métier qui lui plaît, qui lui convient? Oui, il le fait très bien même. Mais je me suis dit Et le dessin, il a abandonné ou pas? Il a abandonné. Donc, je me suis dit que ce n'était pas sa passion. D'accord. Parce que quand c'est ta passion, tu fonces. Quelle que soit la résistance, tu vas à fond parce que c'est ce que tu veux faire. C'est ce qui est mon cas, au fait. Non, mais les aînés, là, souvent, ils ont beaucoup plus peur des parents. Ils sont plus obéissants par rapport à ceux qui arrivent après. Quand on les regarde, on se dit, mais franchement... Quoi. Et quel est le regard que l'aîné a sur vous aujourd'hui? Il est très fier. Il est très fier parce qu'il voit que... Il a vu en moi une personne qui a su foncer. Je n'ai pas permis à ma passion de disparaître. Donc, j'ai résisté aux parents. Bien vrai que ce n'est pas intéressant de résister, mais pour ma passion, j'étais prêt à tout. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il faut le faire avec la manière, mais moi, je veux dire surtout que c'était sa passion à lui. Aujourd'hui, c'est vrai que vous dites qu'il est très fier de vous, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un petit peu de jalousie? Non. Non? Parce que notre famille, quand même, est très soudée.
très soudés et on veut toujours voir l'autre réussir. Aujourd'hui, il me voit, il est très fier de moi, il me donne des conseils et ça me va vraiment droit au cœur. Peut-être qu'il vit son rêve à travers vous, en fait. Donc, très souvent, dans nos familles, par exemple, le papa voulait être médecin, donc il va encourager son fils à être médecin, même si ce n'est pas un truc. Et là, du coup, votre aîné, il vit vraiment sa passion à travers vous. C'est super. Et parlez-nous, s'il vous plaît, de vos débuts, des débuts de votre formation en Côte d'Ivoire. D'abord, avant de parler des débuts, je vais parler de comment j'ai commencé d'abord à dessiner. À la maison, je me cachais pour dessiner. Et ma mère, elle voulait que je me focalise vraiment sur l'enseignement général. Ma mère, me connaissant, fouillait souvent en bas de mes cahiers et il y avait toujours un dessin caché. Elle me disait, mais tu n'étudies pas. Ma réponse était, j'étudie. Donc elle m'a dit, ça c'est ta chanson qui est là. Tu passes ton temps à dire, j'étudie, mais tu ne le fais pas. Donc quand elle fouille dans mes affaires, elle trouve le dessin. Elle dit, c'est quoi ça? Je dis, maman, j'étudie. C'est aussi un métier. Et là, elle m'a vraiment sermonné jusqu'à ce qu'à partir de 3e, elle m'a dit, si c'est ce que tu veux faire réellement, obtiens ton BEPC. Si tu l'obtiens, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Donc moi, j'ai passé mon diplôme de BEPC, je l'ai réussi. Et ma mère m'a dit, est-ce que tu peux postuler pour le concours d'entrée au LEA, le lycée d'enseignement artistique. Et là, je suis allé faire le concours. Maintenant, l'orientation pour le BEPC est sortie. Ma mère me disait, mais va regarder où ils t'ont orienté. Ça me disait vraiment absolument rien. Elle me disait, mais pourquoi tu ne penses pas à ça? J'ai dit, sincèrement, toute mon idée est dans l'art. Donc, elle a compris cela. Quand je suis allé au concours, sincèrement, j'ai senti une énergie très positive. Parce que je transpirais même quand je peignais. J'ai mis toute mon énergie pour réussir à ce concours. Et je savais, au plus profond de moi, que j'allais réussir à ce concours. Les résultats sont sortis. J'étais 11e sur 200 personnes. Wow. Et c'est là que nous allons marquer une pause pour retrouver notre expert en humour, Dr Philo. Et aujourd'hui, peintre, vous pouvez m'appeler M. Bertrand de la Khaï. Monsieur Bertrand de la Khaï, pour vous. Au plaisir. Et maintenant... Alors, c'est Dr Philo. Il dit que même temps, le générique ne vient pas, ça aussi c'est de l'art, de la mobilisation, de la stupéfaction des machines, donc tout s'explique. Alors, pour parler plus sérieusement, vous voyez, je reviens sur le tableau tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer que, alors ce tableau-là, c'est l'arbre de la vie, vous voyez un peu, que tout ce qui est rouge ici, la vie, tout s'explique ici. Alors, c'est ceux qui n'ont pas mangé depuis le matin, ils ont faim, qui sont dans ce studio, pendant qu'il y en a qui ont pris au moins 4 repas depuis 9 h ce matin. Et la vie, tous les lames, on se mélange ici, on applaudit ensemble et ça fait la vie. Alors, vous voyez un peu, et même ceux qui n'ont pas mangé sont encore au plus bas de l'échelle. Tout explique dans l'art et sa stupéfaction. Merci bien de me comprendre. Alors, je veux dire que les parents... ça s'accompagne avec tout. Moi, je dis, lui, c'est pas un bon artiste. Un vrai artiste, même dans son accoutrement, vous voyez là. Alors, et tout s'explique, vous voyez un peu. Alors, ça, parfois, nous, les artistes, nous sommes en manque d'inspiration. Alors, parfois, quand vous allez dans les expositions, l'artiste n'est plus inspiré. Alors, quand c'est comme ça, avec ça, vous voyez, vous ramassez l'intelligence des uns et des autres, vous ramenez vers vous et vous inspirez. J'étais une fois à une exposition avec le ministre de la Culture. Excusez-moi, mais tellement j'ai pris l'intelligence du ministre, on lui a demandé, monsieur le ministre, présentez-vous. Il dit, j'ai oublié ma pièce d'identité. Alors, mais pour parler plus sérieusement, je dis, c'est votre passion, les gagne... ça c'est encore plus sérieux, vous ne riez pas. Alors, les parents gagneraient quand même à accompagner les enfants dans la réalisation de leurs différentes passions. Et un enfant qui naît, on est tous artistes. Les enfants qui, quand vous voyez souvent, qui chaque fois portent les chaussures différemment, l'autre plus comme ça là. Vous voyez pas ça généralement? C'est de grands artistes, c'est de grands futurs animateurs de funérailles. Ça, il faut souvent voir. L'autre est pas sérieux. Les animateurs de funérailles. Et il faut suivre l'enfant. L'enfant a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il gagne. Ouais, juste un peu qu'il doit. Quand même, comment on appelle le truc là? Philo, oui. Tout va bien. C'est l'inspiration. Alors, tout ça aussi, c'est de là couper quelqu'un dans son inspiration. Et nous revenons encore à l'art du souffle. Tout s'explique. Elle m'a interrompu, je prends le souffle
Et c'est de l'art. On vous remercie infiniment. De toutes les façons, on ne s'attendait pas à autre chose. Nous avons en face de nous un artiste du XIVe siècle. Je vous en prie, Madame Dassy. Voilà. Alors, vous avez une très belle coiffure soleil, relève bien entendu du grand panthéon français dans les années 1850. Au plaisir. Merci beaucoup. Son Altesse Caroline da Silva. Oui. En fait, il a dit quelque chose de vraiment très, très pertinent. En fait, les enfants, on a différents types d'enfants. On a des enfants qui sont très créatifs et d'autres qui sont vraiment plus dans la logique. Et les créatifs, ils sont vraiment plus doués dans l'art, etc. Donc, il faut vraiment laisser les enfants évoluer en fonction de ce qu'ils sont. Un enfant qui est créatif, il ne sera pas forcément très fort en maths, mais il sera très fort dans autre chose. Donc, il faut vraiment laisser les enfants s'éclore un petit peu comme des fleurs qui, après, deviennent de grands arbres. Merci infiniment. Alors, on va poursuivre notre histoire. D'accord. Maintenant, on était après le BEPC. Déjà, ma mère a senti une différence dans mon comportement. Déjà, là, m'a changé complètement. Parce que... C'est-à-dire? En fait, j'aimais vraiment rester dans mon coin, en train de peindre, dessiner à tout moment. J'ai même laissé tous mes amis en arrière. Ma mère qui luttait pour que j'étudie tous les jours, maintenant, c'est elle qui vient me dire, mais est-ce que tu peux te reposer un peu? J'ai vu déjà une différence parce que je restais jusqu'à 4 h du matin, 5 h en train de peindre. Ma mère, maintenant, s'inquiétait pour ma santé. Elle disait, mais tu n'arrives pas à dormir. Essaie de dormir au moins 1 heure ou 2 heures. J'ai dit, non, j'ai plein d'objectifs à réaliser, donc laisse-moi peindre. Mais vous voyez, en même temps, dans l'enseignement général, on me poursuivait pour que j'étudie. Mais là, maintenant, c'est la mère qui me demande de me reposer. Donc, vous savez, quand vous laissez une personne embrasser sa passion, il n'y a rien de tel. D'accord. Tout est bien dit. Alors, comment est-ce que la destination Canada s'est présentée à vous pour la suite de la formation? Déjà, après ma formation, parce que j'ai fait le lycée d'enseignement artistique, j'ai eu le bac H1. Après, je suis allé à l'école des Beaux-Arts, où j'ai fait la première année, je l'ai réussi. Et quand j'ai commencé la deuxième année, il y a ma soeur qui est venue en visite en Côte d'Ivoire. Ma soeur est dans la salle ici. Donc, on peut la voir? Donc, elle m'a dit une phrase. Je pense qu'on l'a ratée là. Voilà, c'est elle. C'est votre sœur. Donc, elle me voyait peindre à tout moment. Elle était très fière de moi. Elle m'a dit, je te donne 2 ans pour que tu me retrouves au Canada. J'ai dit 2 ans, c'est trop. L'année prochaine, je serai là-bas. Et l'année qui suivait, je suis arrivé au Canada. Ah, c'est un homme de Moi, je pense que quand on a trouvé sa vocation, on n'a pas envie de perdre de temps. On est focus, on est à fond, bouillonne, on a envie d'y aller. Donc, je pense que les parents gagneraient vraiment à accompagner les enfants quand il s'agit de trouver sa vocation et tout. Parce que quand on est dedans, on a seulement envie de foncer, on ne s'arrête plus. Exactement. Et là, on est sûr qu'il y a moins d'échecs. Il y a moins d'échecs. Et depuis que je suis rentré dans le domaine d'art, en tant qu'artiste professionnel, je n'ai jamais échoué un coup. Même au Canada, je n'ai jamais repris de coup. Tout a été vraiment réussite et réussite. Bravo. Et lorsque vous étiez au Canada, est-ce qu'il y a des défis qui se sont présentés à vous? Exactement. Parce que quand je suis arrivé au Canada, tout est différent. Déjà, le défi de la langue, c'est bien vrai que je suis à Québec. Là-bas, c'est le français. Mais le français québécois est très difficile à comprendre. Il faut te prendre au moins 2 semaines pour que tu puisses comprendre. Donc moi, déjà, à l'école, je faisais mes cours, mais je ne comprenais rien. Donc j'étais assis pendant tout le cours, c'est en français, mais je ne comprenais vraiment absolument rien. Donc quand je sortais de mes cours, je me disais, mais est-ce que je suis intelligent? Est-ce que ça va? Ce sont des questions qui me venaient en tête. Pourtant, je sais que j'ai du potentiel. Je sais que je peux m'en sortir, mais c'était vraiment difficile au début. Mais j'ai eu des professeurs très exceptionnels qui m'ont dit, ça arrive à tout le monde. Donc, prends ton temps, essaie d'écouter et ça ira. Donc, les semaines qui venaient, j'ai commencé à comprendre le français québécois. Et là, maintenant, c'est vraiment clair dans ma tête. Je comprends facilement tout. Si je vous demandais, par exemple, de demander à Carole Kwasi de nous conduire au Publiscope avec l'accent québécois. Tu veux-tu nous conduire? Donc, tu veux-tu. Quand tu mets le tu, à la fin du verbe, tu mets tu aussi. C'est comme ça. Et là-bas aussi, ici on dit une vidéo, là-bas c'est le vidéo. La bus. Carole Kwasi, tu veux-tu nous conduire dans le vidéo de la Publiscope? Publiscope avec Carole Kwasi.
Alors, je ne suis pas orfèvre en matière de dessin, mais voilà, j'ai décidé de l'appeler joyeux. Pour le Publiscope du jour, on n'a pas de questions, mais je vais plutôt vous soumettre à un défi. Celui de me faire une œuvre d'art en quelques secondes. Vous êtes prêts? J'arrive vers vous. Bonjour monsieur. Madame, bonjour. Vous pouvez nous faire une œuvre d'art en quelques secondes, c'est un petit défi. Ça y est monsieur? Oui, ça y est madame. D'accord, donc on va présenter, vous allez présenter votre dessin à la caméra. Oui. Tenez votre œuvre d'art. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai un petit défi pour vous aujourd'hui. Je vais vous demander de nous faire une petite œuvre d'art en quelques secondes. D'accord, c'est compris. Ok. Ça y est? Oui, en quelques secondes, je peux faire une fleur. Une fleur? Voilà, ouais. D'accord, que vous m'offrez? Oui, avec plaisir. Oh, merci. Alors, on va présenter, vous allez présenter votre œuvre d'art à la caméra. D'accord, ok. Je constitue une fleur, juste en quelques secondes. Je pense qu'elle vous fera plaisir. Merci. Je vous en prie. Ma question pour l'invité est ce que ce métier nourrit son homme? C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. J'allais dire que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et non, ceci est le dernier Publiscope de la saison. Alors, je vous donne rendez-vous la saison prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole Kwasi. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc Ouattara. Alors, est-ce qu'il y a, c'est vrai que vous m'avez dit que vous avez fait face à certains défis et surtout le défi de la langue, mais est-ce qu'il y a eu des moments dans votre formation ou dans votre parcours d'artiste où vous avez eu envie de jeter carrément l'éponge? Je peux dire non. Non. J'ai jamais voulu jeter l'éponge, mais j'ai eu des difficultés vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a la passion, mais souvent il y a les réalités. Et déjà, à l'école, à l'Université Laval, les frais de scolarité coûtent extrêmement cher pour les étudiants étrangers. Ça revient à 10 000 ou 12 000 $ chaque session. Une session, c'est 4 mois. Donc déjà, les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Mais souvent, j'étais obligé d'aller faire des boulots à côté. 2 ou 3 boulots. C'est ça qui est normal. Ouais, 2 ou 3 boulots pendant que tu es aux études pour t'en sortir. Et ça, c'est pas facile. Il y a aussi le stress, il y a aussi le froid. Parce qu'au Canada, on part jusqu'à moins 40. Donc c'est vraiment froid. Il fallait sortir, aller travailler, en même temps réussir à l'école. Donc souvent, on se pose des questions. Mais je n'ai jamais eu envie d'arrêter ce que je fais. Parce que je savais que j'allais m'en sortir. Et quand tu suis ta passion, quelles que soient les difficultés, tu t'en sors toujours. Justement, ça va rejoindre la question Exactement, du Publiscope, la question du Publiscope est certainement une question qu'on vous a posée 10 000 fois. Oui. Est-ce que dans la peinture, là, on gagne la vie? Je peux dire oui. Dans la peinture, on gagne de l'argent, mais ça prend souvent du temps. Okay. Donc, il faut se faire un nom. Il faut continuer à peindre, il ne faut jamais désespérer. Je vois des artistes qui se découragent parce que dans leur tête, dès le départ, ils pensent à gagner. Pourtant, il faut d'abord nourrir ton génie artistique parce que tu as quelqu'un en toi que tu dois nourrir. Moi, j'appelle ça mon génie artistique. Donc, il faut d'abord le satisfaire. Et si jamais quelqu'un achète tes œuvres, tant mieux. Mais si on n'achète pas, tu ne seras pas dessus. Mais c'est ça que j'aimerais dire. Pour aller dans son sens, ça peut payer en fait. En un tableau, en fait, vous pouvez peindre 100 tableaux et puis un seul tableau peut vous rapporter 2 millions d'euros. Le tableau le plus cher en art africain a coûté plus de 2 millions d'euros. Oui. Et je ne sais pas combien de millions de francs CFA ça fait, mais c'est beaucoup d'argent. Des milliards? Oui. Ah oui, beaucoup d'argent. 2 millions d'euros en un seul tableau. C'est énorme. Hein? Et puis surtout, il faut convaincre, il faut avoir l'art de convaincre également. Parce que quand on regarde parfois, ça ne m'a rien. Mais sa manière de parler, là, il vend la chose. Vous avez vu, Masque, là, joué baseball là-bas. Quand il explique, voilà, ça c'est Masque. C'est qui jouait baseball. C'est trop joli. C'est joli à voir. Donc, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut voir là. Du verbe, vous voyez un peu. Et ça, là, comment est-ce que vous expliquez ça aux Blancs là-bas? Vous leur dites que nos Masques jouent au ballon, c'est ça? Non. On va aller pour une explication rapide. Oui. Ouais. Au fait, quand je suis arrivé au Canada, je peignais beaucoup les masques africains parce que je me sentais plus dans ça. Maintenant, je me suis dit, je suis sur un sol étranger. Comment je fais pour faire aimer ce que je fais? Il faut aussi comprendre aussi le principe du masque africain. Donc, j'ai regardé qu'est-ce que les Canadiens aimaient. Ils aimaient le football américain, ils aimaient le hockey sur glace. Je dis, si je fusionne mon œuvre, mon masque au hockey sur glace ou au football américain, c'est sûr que ça va attirer leur attention. Et ça a vraiment attiré leur attention. Donc, quand ces personnes viennent, ils sont tellement contents de voir cette œuvre. Et en même temps, ils me posent la question, pourquoi ce masque?
Et moi, maintenant, j'explique maintenant l'historique et l'histoire vraiment du masque africain. Donc, ça permet aussi d'enseigner aussi l'histoire de l'art africain à travers mes œuvres. Si ce n'est pas assez indiscret, vos œuvres coûtent autour de combien? D'abord... Est-ce que c'est à la bourse de tout le monde? Je peux dire oui, ça dépend de la poche de chacun. C'est tout? Mais au moins, c'est 2000 $. Mes plus petites œuvres, c'est 500 $. Donc, les plus petites, après... Bon, 2000 $, c'est quand même un million de francs CFA. Ah oui, donc ça va, il est bien. On a des questions au niveau du code QR, Carole? Oui, on a des questions au niveau du code QR. On vous demande, Fulgence Dao vous demande si ça n'avait pas marché dans la peinture, vers quel métier vous vous serez tourné? Sincèrement, je ne savais pas. la réponse de Philo qui me tue, quoi. Mais est-ce que justement, ici, vous étiez en contact avec les masques et la tradition africaine? Oui, exactement. Je partais regarder des danses de masques et j'ai étudié l'histoire de l'art africain, où on parlait vraiment du masque. Donc, j'ai vraiment pris mon temps pour faire des recherches. Depuis la cellule familiale ou moi, je suis quand même sénoufo. Oui, donc, bien sûr, Jean-Marc Ouattara. C'est ça. On a une culture qui est accentuée sur le masque africain. Donc, j'ai regardé des cérémonies, j'allais faire des recherches sur le net pour voir un peu l'importance du masque africain. Si vous voulez, je peux aussi donner une définition brève du masque africain. Le masque, c'est d'abord genre une sculpture. Mais avant tout, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les vivants dans la culture africaine. C'est une institution que Dieu a donnée aux hommes afin que ces derniers soient mieux organisés. Donc avant, il y avait des lois qui étaient en Afrique, qui étaient basées avec le masque, qui nous permettaient de nous orienter un peu. Donc avant, on n'avait même pas de droit, on n'avait pas de loi écrite. C'était le masque qui instaurait vraiment les lois. Il fallait respecter. S'il vous plaît, si vous me donnez 30 secondes, je pourrais peut-être définir un masque qui vient de l'Ouest. Il y a un masque qu'on appelle le Santigbe. La bonne définition. Oui, un masque qu'on appelle le Santigbe, c'est un masque de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, chez les Guéris. Ce masque, c'est un masque de propriété. Donc, son but, c'est de sortir dans un village, il rôde autour des cages pour voir. S'il trouve des ordures devant les cages, il fouette l'auteur. Donc, automatiquement, les habitants du village savent qu'ils ne doivent pas laisser le saluter autour des cages. Donc, c'est une manière aussi de contribuer à la propriété. Ah, il faut que ce masque vienne d'Abidjan. Ah oui! Il faut qu'il vienne d'Abidjan, ce masque. Beaucoup de gens foutent. Ah oui! Retour à la source. Moi, ce qui me trotte à l'esprit, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça que j'ai juste envie de conclure. Il a sa passion, il avait sa passion depuis le départ et il s'est donné les moyens pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, plus rien ne l'arrête. Aujourd'hui, on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. On veut avoir l'argent d'abord, mais il faut avoir la formation. Il faut pouvoir nourrir son génie, comme vous l'avez dit. Et ensuite, c'est votre génie que les gens achètent. C'est le génie qui est commercialisé, n'est-ce pas? Caro, vous êtes une artiste. Ah oui, vous êtes une artiste, c'est trop bien dit. Ah, c'est trop bien dit. Il faut le redire. Pardon, vous êtes une artiste. Merci. De la télé. Et comment? Oh là là. Servir. Oh là là. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur Terre. Combien d'expositions vous avez réalisées? Je fais quand même pas mal d'expositions là-bas. C'est vrai que je n'ai pas tout en tête parce que je l'ai fait depuis le début. Mais j'ai passé à... C'est quoi, une dizaine, une vingtaine? Je peux dire une quinzaine. Une quinzaine d'expositions. Déjà, ce n'est pas facile d'exposer là-bas. Mais je suis quand même arrivé à faire ces expositions-là. Est-ce que l'INSAC a été... vous a aidé dans votre carrière, dans votre parcours? Et cela a été vu dans mes œuvres même là-bas. Parce qu'on a vraiment des différentes façons de peindre. Déjà, quand je suis arrivé là-bas, je peignais beaucoup avec des couleurs. Ici, c'est vraiment des touches de couleurs. Mais là-bas, ils voyaient autrement. Ils ont apprécié ce que je faisais, mais ils voulaient que je parte au-delà de mon dessin. Donc, ils me demandaient de ne pas me focaliser sur peine pour rendre beau, mais d'avoir une idée derrière la tête. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de jongler les deux, ma formation à l'INSAC et ma formation au Canada. Donc, aujourd'hui, je peux dire, j'ai appris des deux. Et ça, on peut le voir dans mes œuvres. Très bien. Vous collaborez aussi avec des artistes locaux? Oui, j'ai des amis qui sont ici, avec qui j'échange beaucoup. Maintenant, même avant-hier, j'ai parlé avec un grand maître de la peinture, M. Yapo, Patrick, pour voir comment créer un pont. Est-ce qu'il y a des expositions en vue aussi? Ici, pour l'année prochaine, oui. Pour l'année prochaine, oui.
Mais actuellement, ma priorité, c'est de créer un pont entre le Canada et la Côte d'Ivoire afin de permettre aux artistes ici d'aller exposer chez nous et eux aussi de venir ici. Donc, c'est ça. Il faut leur expliquer aussi, parce que vous êtes notre jeune frère, parfois il faut vous donner des conseils. La manière, je suis une inquiétude, vous voyez les masques qui sont en train de jouer au baseball, vous leur dites que c'est de l'art et que réellement ces masques ne jouent pas au ballon. Il ne faut pas un blanc va venir un jour, il va voir masque, il faut aller lancer le ballon. Viens, on va jouer au ballon. C'est pas bon, il peut cracher du feu, parce que il y a un culture, il y a un pierre. Le masque pas. Docteur Philo. On leur a expliqué ça. J'ai eu l'impression que j'ai dit la charrue. Non, vous avez dit la charrue. La charrue. La charrue. Vous avez dit la charrue. Avant le bœuf. Oui, parce que dans ma tête, depuis, ça trottait. C'est de l'art psychologique. C'est tout est artistique. Tout est artistique aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous et nous sommes pratiquement au terme de notre échange, sinon de nos échanges. On va vous demander donc de vous adresser aux jeunes qui vous regardent, qui s'intéressent peut-être de près ou de loin à l'art. J'aimerais dire aux jeunes de vraiment penser passion. Quelles que soient les difficultés, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Quand tu embrasses ta passion, tu réussis toujours. C'est vrai que ça sera difficile, mais au final, tu as raison. Et en même temps, je vais lancer un message aux parents. Laissez les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Vive la passion. N'essayez pas de mettre les bâtons dans les roues. Et ça sert à rien. Non, si c'est noble. Voilà. Ah oui, si c'est noble. Oui, à une condition, que ce soit quelque chose de noble. Oui. Parce qu'il y a des enfants, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Franchement, je ne condamne personne, mais franchement, si la petite te dit « Ah, papa, moi, je ne veux pas aller à l'école, je veux lancer les foulards. » Non. Non, c'est non. Non, papa, moi, je vais être un brouteur. C'est non. C'est vrai que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie et les parents servent aussi à nous canaliser et à nous orienter. Et il faut qu'il y ait une véritable symbiose entre les parents et la vocation que se choisissent nos enfants. Exactement. Merci infiniment, merci d'être venu partager votre témoignage très édifiant et inspirant avec nous. Vous restez avec nous donc jusqu'à la fin de cette émission. On part pour la pub. À toutes. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Jean-Marc Ouattara, artiste peintre résident au Canada depuis 7 ans, titulaire d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'école d'art de l'Université Laval, artiste vedette du mois de septembre 2021 par la Galerie Or du Canada. Jean-Marc puise donc aux sources de son patrimoine culturel ivoirien et africain, son outil de référence, le masque. Pour lui, le masque est un élément clé de l'identité culturelle africaine. Alors, Jean-Marc Ouattara, je ne sais pas si vous nous suivez, depuis un bon moment, mais depuis le début de cette saison, tous les mercredis, nous vous réservons des surprises. Je vous demande donc de regarder dans cette direction plutôt, là, derrière moi. On y va. Arrivé au Québec et puis tout de suite à l'Université Laval, dans son programme d'art, il cherchait des mentors, des gens pour l'aider à se développer, lui donner des conseils. Et puis moi, j'avais été là et puis on avait collaboré ensemble, là, dans le fond, à ce petit cheminement-là. Puis suite à ça aussi, on a eu un beau projet de céramique qui est un projet en construction, si on veut. Et puis, ben Jean-Marc, je trouve tellement qu'il a du talent. Il a vraiment un style particulier qui est à lui et il est capable aussi il est audacieux dans son style. Il essaie toutes sortes de choses. Et puis, je suis certaine que Jean-Marc, tu as vraiment une belle carrière devant toi. Puis, je te souhaite beaucoup de succès. Et puis, ben je te dis à bientôt pour peut-être d'autres projets. J'ai eu à l'enseigner durant 3 ans. Et pendant ces années, j'ai vraiment pu découvrir un élève
qui avait envie de réussir. Il avait vraiment envie de réussir. Il posait beaucoup de questions, il était très curieux, il avait envie de découvrir la matière picturale. Et dans cette humilité, dans cette politesse, il gravissait doucement les échelons. Aujourd'hui, je constate qu'il est au Québec, au Canada, puisque nous sommes toujours en contact via les réseaux sociaux. Il me montre ses travaux, il me montre certaines expositions qu'il fait et certaines mêmes émissions dans lesquelles il passe, des émissions sur des chaînes nationales. Et je l'encourage et je lui dis bravo et félicitations et qu'il continue toujours sur cette lancée. Ça fait du bien, hein, Jean-Marc. Oui, on a eu tour à tour votre mentor, Brigitte Thériol, oui. Avec mon prof d'art, à Joby. Oui. Avec qui vous êtes toujours en contact. Exactement. Même quand je suis arrivé du Canada, on s'est croisé à l'école des Beaux-Arts où j'ai montré mes tableaux. Il me donne toujours des conseils. Et ça me touche énormément. Merci Brigitte pour tout ce que tu fais. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de valeurs qui se dégagent dans votre témoignage. Vous êtes une inspiration. Merci, Jean-Marc. Alors, Jean-Richard Nguessan, et si on vous retrouvait tout de suite et maintenant? Pardon. On peut, hein. Pardon, en fait, je me suis dit exceptionnellement, aujourd'hui, on allait commencer par Jean-Richard. Il faut qu'on fasse d'abord l'état des lieux. Il faut qu'on fasse l'état des lieux. C'est tout un art. Parce qu'il passe toujours en dernier. Franchement, aujourd'hui, Non, allez-y, on va faire l'état des lieux pour rester dans la thématique. Je me soumets à votre magistère. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est de l'art. Laurent Moutille, état des lieux. Pour souligner l'importance de l'art, souvenons-nous de ce proverbe qui nous dit qu'un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. Je veux rappeler avec une certaine émotion une partie du discours sur l'art africain d'Aimé Césaire qui nous disait ceci en 1966. L'art africain est d'abord une manière d'être avant d'être une manière de faire. Si l'homme africain se coupe de ses racines et de ses réserves millénaires, s'il se déleste de son passé, s'il devient un voyageur sans bagage pour rentrer dans l'ère de la civilisation de masse, s'il a perdu son assurance historique, alors l'art africain s'étiolera, s'appauvrira et disparaîtra. Votre présence sur ce plateau, Jean-Marc, à travers vos œuvres, est une réponse à ces mots profonds prononcés en 1966. L'art africain n'est pas mort. Il est peu soutenu, certes, il est peu valorisé, mais il est là et il est bien vivant. L'art africain a inspiré les plus grands peintres de ce monde tels que Picasso. Très peu le savent, Picasso est tombé littéralement amoureux de l'art africain dès 1907 à une exposition à Paris. Et d'ailleurs, une de ses œuvres majeures, Les Demoiselles d'Avignon, est directement inspirée de notre art africain. L'Afrique, ce continent dont certains disent qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire, regorge de talents, de génies, de penseurs, de rêveurs, de conteurs, de peintres et d'artistes aux talents incontestables. Être africain est un art. Oui, Césaire l'a dit, l'art africain est d'abord une manière d'être avant d'être une manière de faire. Vos tableaux, cher Jean-Marc, racontent une histoire, notre histoire, une histoire qui nous plonge dans les abysses de l'esclavage, une histoire qui relate la grandeur de nos royaumes d'antan, qui parle de la bravoure de nos héros méconnus, de la beauté de nos paysages, de nos villages, de la douceur de nos mers, de la force de nos rites, de nos traditions qui ont su transcender les générations pour continuer de vivre dans nos cœurs grâce à vous, les artistes. Il est plus que temps que nous, Africains, la jeunesse africaine valorise l'art africain. Visitons les musées et s'il n'y a pas assez de musées, faisons de nos rues des musées. Inscrivez-vous à l'INSAC comme notre cher invité. En tous les cas, faisons en sorte que l'art africain ne meure jamais. Caroline, 90% du patrimoine culturel africain se trouve en Europe. 90% dans les musées européens. Donc nous avons vraiment intérêt à nous réapproprier notre art. Les infos utiles s'affichent certainement sur votre écran. Nous avons la Chambre nationale des métiers, le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME. Vous avez même le numéro de l'INSAC. N'hésitez pas à les appeler. Alors, cher Jean-Marc, pour terminer, vous n'êtes pas seulement un artiste, vous êtes un ambassadeur de l'art africain à travers le monde. Et puisque vous êtes un ambassadeur, je veux dire honorable Jean-Marc, chapeau l'artiste. Merci. Merci beaucoup. Et cette chronique, vous l'avez présentée de façon artistique. Obligé. Vous êtes un poète. Chapeau l'artiste. Merci beaucoup. Alors, Jean-Richard Nguessan, on vous retrouve maintenant.
Ah oui. On a hâte de découvrir. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des thanatopracteurs. C'est une discipline très peu connue. Il y a de cela quelques mois, nous avons fait une immersion dans l'univers des métiers qui gravitent autour de la mort. C'est une suite logique. Les thanatopracteurs, que faut-il exactement? Je vous laisse découvrir à travers cette immersion. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit Internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'Internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Il me débrouille au cimetière de Pougon et il fait l'entretien des tombes. L'entretien d'une tombe, on fait 5 000 par mois. C'est le boulot même qui m'a plu. Voilà, il y avait des cercueils que je voyais vraiment qui étaient très beaux, avec des modèles un peu bizarres, compliqués là. Donc vraiment, ça m'a plu. Je n'ai pas appris à faire les tenues mortuaires, j'ai appris les tenues des vivants. J'ai perdu ma petite sœur et puis les parents ont demandé à ce que je le fasse. J'avais eu peur même, mais j'ai arrivé à faire ça. Ce métier, les gens ont beaucoup besoin de ça et je le sais bien et il n'y a pas aussi beaucoup qui le font. C'est la raison pour laquelle j'ai tenté ma chance voir. Comme tout métier, hein, c'est pas facile, mais on fait avec. Parce que pour être un chauffeur de corbillard, c'est pas facile. Comme vous pouvez le constater, plusieurs métiers gravitent autour de la mort. Et cette inédit cette semaine a décidé de marquer une halte sur celui des thanatopracteurs. Leur quotidien, laver et préparer la dépouille avant le dernier voyage. Et cette inédit cette semaine est à la rencontre d'Emmanuel Akossi et les thanatopracteurs et nous partage son histoire. J'entretiens le corps, je fais tout. Ça me fait au moins 15 ans, je suis dedans. Éponge, savon, poudre, serviette, on fait l'entretien. Vraiment, l'homme est vivant, se lave, c'est comme ça. Quand quelqu'un meurt, il faut bien l'arranger, ou bien la maquiller. C'est les parents même qui envoient la perruque, tout, et puis on fait. Quel était le maquillage le plus difficile que vous avez fait? Qu'est-ce que les parents ont demandé de plus improbable? Bon, il y a d'autres parents qui demandent que le corps soit bien maquillé parce que telle personne aimait bien se maquiller, faire le make-up. Et vous habillez également les corps aussi? Oui. Quel a été le moment le plus difficile pour vous en 15 années de pratique? Il y a d'autres qui fatiguent. Bon. Fatigue comment? S'il y a palabre dans la famille, d'autres, bon, ils passent par nous pour parler. C'est par transe, d'autres, c'est en les habillant. Est-ce qu'un corps vous a déjà parlé? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, mais ça, c'est un truc mystique qu'on ne peut pas raconter. Un jour, je me suis levé à ma grande surprise. Bon, l'esprit est venu en moi et j'ai commencé. L'esprit est venu en toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toutes ces personnes qui nous regardent? Bon, l'idée est venue dans ma tête de penser à un truc mystique dont on ne peut pas tout raconter. C'est ça. On ne se lève pas comme ça pour faire. C'est un métier très, très, très difficile. Donc il faut des préparations préalables? Oui, oui. Et vous avez fait ces différentes préparations? Oui. Là, me voient en bizarre, ils disent, moi, je touche corps, je ne vais pas manger à moi. Je vis déjà dans l'homme. Je connais l'homme, donc tout ce qu'ils disent, ce n'est pas mon problème. Je continue. Bravo Jean-Richard. Bravo, franchement. Moi, franchement, je suis toujours... Une immersion assez difficile, mais une belle immersion pour permettre à nos téléspectateurs de mettre en lumière, de connaître le métier de thanatopracteur. Par moments, on a un regard assez difficile sur ces personnes, mais n'empêche que ce sont des hommes et on a besoin de passer par cette étape. Sujet assez pertinent, en tout cas. Docteur Philo, je peux savoir ce que vous faites là? Bon, là, je suis... Bon, ça s'explique, hein, c'est là. Alors, vous voyez ici, si vous me suivez, c'est une jeune dame qui est financièrement nantie, avec son bagage intellectuel. Alors, son rêve, c'est d'acquérir un bien immobilier. D'accord. Alors, elle est entre deux démarcheurs, vraiment, qui sont en train de lui prendre la tête. Et rien qu'à voir leurs chaussures, c'est des escrocs.
Et la dame, franchement, c'est même pas des professionnels, ils ne sont pas dans une agence agréée, il faut tourner la jambe et sa tête tourne. L'objectif, c'est le bien immobilier. Que faire? Là reste la grosse question. Franchement, et la dame... Que faire? Eh bien, je crois avoir la bonne réponse grâce à Madame Olo Carole, qui va nous rejoindre maintenant sur le plateau de Sénégal. Elle est directrice générale d'une agence immobilière agréée, gestionnaire de patrimoine immobilier, titulaire d'un master 2 en audit, conseil et expertise immobilière et d'un diplôme de gestion de biens obtenu en France. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes fondatrice d'une école immobilière sur Abidjan, conférencière également et professeure en immobilier. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'importance de prendre conseil auprès d'une agence immobilière pour la gestion de son patrimoine immobilier. On vous écoute. Eh bien, merci bien de me recevoir sur ce plateau. Je vous en prie. Je voudrais tout simplement dire que le métier d'agent immobilier est un métier aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est réglementé. Donc, personne ne peut se lever aujourd'hui et prétendre être agent immobilier. Pourquoi? Parce qu'au niveau du ministère de la Construction, on nous demande aujourd'hui de déposer des dossiers. Donc, au travers de ces dossiers, chaque agent immobilier va donner des documents, à savoir statut, DFE, CNPS... Et autres. Et autres, voilà. Et du coup, il y aura une enquête de moralité. Et ceux qui s'autoproclament agents immobiliers, à quel genre de sanctions ils s'exposent? Il faut savoir que la loi aujourd'hui condamne ces personnes à 6 mois d'emprisonnement minimum avec une amende. Mais il faut savoir aussi que la loi a fait une ouverture pour permettre par exemple à ces personnes qui sont considérées comme des courtiers de pouvoir se rapprocher, se mettre sous la coupole d'une agence immobilière agréée pour pouvoir exercer, mais à condition d'être déclarés. C'est super. Maintenant, en ce qui concerne la gestion d'un bien immobilier, l'avantage d'avoir une agence immobilière agréée qui vous accompagne dans cette gestion, c'est que non seulement, vous savez, comme on dit chez nous, lorsque vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Lorsque vous avez votre véhicule qui ne fonctionne pas, vous allez voir un garagiste. Mais lorsque vous investissez dans l'immobilier et que vous aimeriez avoir un retour sur investissement, il faudrait prendre un professionnel de l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier, c'est une personne qui non seulement a des compétences, donc a une formation en bonne et due forme, c'est une personne qui maîtrise le droit, qui maîtrise le bâtiment, qui maîtrise toutes les réglementations, que ce soit fiscales, comptables, et aussi qui joue un peu un rôle de comment je peux dire, d'intervenant social. Donc l'agent immobilier, lorsqu'il va venir pour vous accompagner dans votre gestion de biens, il aura une préoccupation, celle de la pérennité de votre bien. C'est-à-dire s'assurer que vous allez investir, vous aurez un retour sur investissement, donc une rentabilité de votre bien, mais aussi la sauvegarde de votre bien. Parce que c'est un patrimoine, c'est un héritage. Certainement que d'autres vont transmettre à des enfants ou à des sociétés, ça dépend du projet de chacun. Mais au moins ce patrimoine, l'agent immobilier sera en mesure de vous dire au quotidien, par exemple, je prends un exemple simple, vous avez un immeuble, je suis agent immobilier agréé, j'ai la gestion. Chaque mois, je vais non seulement, c'est vrai, encaisser les loyers, mais je serai à même de regarder tout ce qu'il y a comme travaux, tout ce qu'il y a comme dégâts. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, on a des faits d'actualité. Justement, parce que... Voilà. On a eu des immeubles qui se sont effondrés. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre les choses au cas par cas. L'agent immobilier, déjà, peut vous accompagner même au début de votre projet de construction d'un immeuble. C'est-à-dire, il ne jouera pas le rôle de l'architecte. Justement, j'allais vous poser la question. Non. À quel moment il intervient? Déjà, vous pouvez prendre attache avec un agent immobilier éventuellement pour avoir des conseils, pour vous accompagner dans la programmation architecturale et fonctionnelle. C'est-à-dire que vous allez voir l'agent immobilier, vous allez lui dire « je veux acheter un terrain ». Il va vous dire par rapport à votre projet, voici ce qu'il vous faut. Il va vous accompagner même dans la transaction de ce terrain. Est-ce que ce n'est pas coûteux? Pourquoi ne pas aller voir directement un architecte? Non. Lui a étudié pour ça. Non, passer par un intermédiaire ne réussit pas. Non, là, à ce moment-là, je parle de la transaction immobilière d'abord, pour l'achat du terrain. Donc, l'agent immobilier d'abord va vous accompagner pour être sûr que votre transaction est sécurisée. Parce que lui, derrière, il a un devoir de contrôle des documents, un devoir de s'assurer que le propriétaire est réellement le propriétaire du bien. Et maintenant, pour la construction, effectivement, il faut respecter la loi. Parce que ce sont les architectes qui conçoivent les plans. Mais l'agent immobilier derrière peut vous dire, par exemple, si vous êtes une famille de 5 personnes, il vous faut idéalement 5 chambres ou bien, etc. C'est un conseil au fait qu'il va vous donner. Maintenant, pendant les travaux, la loi nous oblige aujourd'hui à prendre attache avec des ingénieurs conseils. Mais l'agent immobilier peut rester en arrière-plan avec vous en tant que, par exemple, maître... Je pense que ça peut faire l'objet de toute une émission. Hein. Effectivement, c'est... Elle maîtrise l'art de l'immobilier. Justement.
Je m'en suis rendu compte. Vous maîtrisez votre domaine, et c'est important. C'est très important, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller par des agents immobiliers agréés. Alors, vous restez avec nous. Oui, bien sûr. On va saluer ensemble le public, la mutuelle de la jeunesse Entente Club de Trianicro. Trianicro, de Bimboko est avec nous. Le président, M. Bella Stéphane, secrétaire général, M. Jacques Coissy. L'événement, la mutuelle organise sa semaine socio-culturelle et sportive prévue du 6 au 15 août 2022 à Trianicro, autour du thème « Cultivons la fraternité et la solidarité entre nous jeunes ». Il y a également l'Institut supérieur des sciences et de gestion de Yopougon, quartier Bel Air, avec nous dans ce studio. Merci beaucoup, le responsable, M. Kouakoukan Mathurin. Et voilà, c'est ici que s'achève cette émission. J'ai eu énormément de plaisir à la présenter. Et puis, avec mon équipe, bien évidemment, Laurent Monti, Carole Coissy et tout le monde. Merci à toute l'équipe technique. On s'est dit à demain. Et dans 48 heures, on ne sera plus là, on sera en vacances. Voilà, bye bye.